est probable que les causes physiques ont aussi leur part au progrès surprenant des arts et des lettres. Enfin, on ne saurait douter que les causes morales ne contribuent au progrès surprenant que la poésie et la peinture font en certains siècles. Mais les causes physiques n'auraient-elles pas aussi leur influence dans ces progrès? Ne contribuent-elles pas à la différence prodigieuse qui se remarque entre l'état des arts et des lettres dans 2 siècles voisins? Ne sont-ce pas les causes physiques qui mettent les causes morales en mouvement? Sont-ce les libéralités des souverains et les applaudissements des contemporains qui forment des peintres et des poètes illustres? Ne sont-ce pas plutôt les grands artisans qui provoquent ces libéralités et qui, par les merveilles qu'ils enfantent, attirent sur leurs arts une attention que le monde ne faisait pas quand ces arts étaient encore grossiers? Tacite remarque que les temps féconds en hommes illustres sont aussi des temps fertiles en hommes capables de leur rendre justice. Les mérites ne sont jamais si bien appréciés qu'aux époques où ils naissent le plus facilement. Ne saurait-on croire donc qu'il est des temps où dans le même pays les hommes naissent avec plus d'esprit que dans les temps ordinaires? Peut-on penser par exemple qu'Auguste, quand il aurait été servi par 2 mécènes, aurait pu, s'il eût régné au temps où régna Constantin, changer par ses libéralités les écrivains du IVe siècle en des Tite-Live et en des Cicérons? Si Jules II et Léon X avaient régné en Suède, croit-on que leur munificence eût formé dans les climats hyperboréens des Raphaël, des Bembe et des Machiavel? Tous ces pays sont-ils propres à produire de grands poètes et de grands peintres? N'est-il point des siècles stériles dans les pays capables d'en produire? En méditant sur ce sujet, il m'est souvent venu dans l'esprit plusieurs idées que je reconnais moi-même pour être plutôt de simples lueurs que de véritables lumières. J'ignore donc encore, après toutes mes réflexions, s'il est bien vrai que les hommes qui naissent durant certaines années surpassent autant leurs ancêtres et leurs neveux en étendue et en vigueur d'esprit que ces premiers hommes dont parle l'histoire sainte et l'histoire profane et qui ont vécu plusieurs siècles, surpassaient certainement leurs descendants en égalité d'humeur et en bonne complexion. Mais il se trouve assez de vraisemblance dans mes idées pour en discourir avec le lecteur. Les hommes attribuent souvent aux causes morales des effets qui appartiennent aux causes physiques. Souvent, nous imputons au contretemps des chagrins dont la source est uniquement dans l'intempérie de nos humeurs ou dans une disposition de l'air qui afflige notre machine. Si l'air avait été plus serein, peut-être aurions-nous vu avec indifférence une chose qui vient de nous désespérer. Je vais donc exposer ici mes réflexions d'autant plus volontiers qu'en fait de probabilité et de conjecture, on se voit réfuté avec plaisir quand on apprend dans une réponse des choses plus solides que celles qu'on avait imaginées. Comme dit Cicéron, nous qui nous en tenons aux probabilités et qui ne pouvons nous avancer au-delà de ce qui se sera présenté de plus vraisemblable, nous sommes prêts à réfuter sans obstination et à être réfutés sans colère. Ma première réflexion, c'est qu'il est des pays et des temps où les arts et les lettres ne fleurissent pas, quoique les causes morales y travaillent à leur avancement avec activité. Les Achilles qui paraissent dans ces temps-là ne trouvent point un Homère digne de chanter leurs belles actions. Tout ce qu'ils font, c'est de fournir aux poètes à venir des sujets propres à les exciter et à les soutenir. La seconde réflexion, c'est que les arts et les lettres ne parviennent pas à leur perfection par un progrès lent et proportionné avec le temps qu'on a employé à leur culture, mais bien par un progrès subi. Ils y parviennent quand les causes morales ne font rien pour leur avancement, qu'elles ne fissent déjà depuis longtemps sans qu'on aperçût cependant aucun fruit bien sensible de leur activité. Les arts et les lettres retombent encore quand les causes morales font des efforts redoublés pour les soutenir dans le point d'élévation où il était monté comme d'eux-mêmes. Enfin, les grands peintres furent toujours contemporains des grands poètes, et les uns et les autres vécurent toujours dans le même temps que les plus grands hommes, leurs compatriotes. Il apparut que de leur jour, je ne sais quel esprit de perfection se répandait sur le genre humain dans leur patrie. Les professions qui avaient fleuri en même temps que la poésie et que la peinture sont encore déchues avec elles. Première réflexion, il serait inutile de prouver fort au long qu'il est des pays où l'on ne vit jamais de grands peintres ni de grands poètes. Par exemple, tout le monde sait
qu'il n'est sorti des extrémités du Nord que des poètes sauvages, des versificateurs grossiers et de froids coloristes. La peinture et la poésie ne sont point approchées du pôle plus près que la hauteur de la Hollande. On n'a guère vu, même dans cette province, qu'une peinture morfondue. Les poètes hollandais ont montré plus de vigueur et plus de feu d'esprit que les peintres, leurs compatriotes. Il semble que la poésie ne craigne pas le froid autant que la peinture. On s'est aperçu dans tous les temps que la gloire de l'esprit était tellement réservée à de certaines contrées que les pays limitrophes ne la partageaient guère avec elle. Paterculus dit qu'il ne faut pas plus s'étonner de voir tant d'Athéniens illustres par leur éloquence que de ne pas trouver à Thèbes, à Lacédémone et dans Argos un homme célèbre en qualité de grand orateur. L'expérience avait accoutumé à voir sans surprise cette distribution inégale de l'esprit entre des contrées si voisines. Les différentes idées, dit un auteur moderne, sont comme des plantes et des fleurs qui ne viennent pas également bien en toutes sortes de climats. Peut-être notre terroir de France n'est-il pas propre pour les raisonnements que font les Égyptiens, non plus que pour leurs palmiers, et sans aller si loin, peut-être que les orangers qui ne viennent pas ici aussi facilement qu'en Italie, marquent-ils qu'on a en Italie un certain tour d'esprit que l'on n'a pas tout à fait semblable en France. Il est toujours sûr que par l'enchaînement et la dépendance réciproque qui est entre toutes les parties du monde matériel, les différences de climat qui se font sentir dans les plantes doivent s'étendre jusqu'au cerveau et y faire quelque effet. Il serait à désirer que cet auteur eût bien voulu prendre la peine de développer lui-même ce principe. Il aurait éclairci bien mieux que moi les vérités que je tâche de développer, lui qui possède, en un degré éminent, le talent le plus précieux dont un homme de lettres puisse être revêtu, je veux dire le don de mettre les connaissances les plus abstraites à la portée de tout le monde, et de faire concevoir, moyennant une attention médiocre, les vérités les plus compliquées, même à ceux qui n'étudièrent jamais que dans ces ouvrages les sciences dont elles sont une partie. Il ne faut point alléguer que la raison pour laquelle les arts n'ont pas fleuri au-delà du 52e degré de latitude boréale, ni plus près de la ligne que le 25e degré, c'est qu'ils n'ont pas été transportés sous la zone ardente, ni sous les zones glacées. Les arts naissent d'eux-mêmes sous les climats qui leur sont propres. Avant que les arts aient pu être transportés, il faut que les arts aient été nés. Il faut bien qu'ils aient eu un berceau, et les premiers inventeurs. Qui avait transporté les arts en Égypte? Personne. Mais les Égyptiens, favorisés par le climat du pays, leur y donnèrent la naissance. Les arts naîtraient d'eux-mêmes dans les pays qui leur seraient propres si l'on ne les y transportait pas. Ils y paraîtraient un peu plus tard, mais ils y paraîtraient enfin. Les peuples chez qui les arts n'ont pas fleuri sont les peuples qui habitent un climat qui n'est point propre aux arts. Ils y seraient nés d'eux-mêmes sans cela, ou du moins ils y seraient passés à la faveur de commerce. Les Grecs, par exemple, ne fréquentaient pas plus communément en Égypte que les Polonais, les autres peuples du Nord et les Anglais fréquentent en Italie. Cependant, les Grecs eurent bientôt transplanté d'Égypte en Grèce l'art de la peinture, sans que ces souverains et ces républiques, encore grossières, se fussent fait une affaire importante de l'acquisition de cet art. C'est ainsi qu'un champ qu'on laisse en friche auprès d'une forêt se sème de lui-même et devient bientôt un taillis quand son terroir est propre à porter des arbres. Depuis 2 siècles que les Anglais aiment la peinture autant qu'aucune autre nation. Si l'on en accepte l'italienne, il ne s'est point établi de peintre étranger en Angleterre qui n'ait gagné 3 fois plus qu'il n'aurait pu gagner ailleurs. On sait le cas d'Henri VIII, qu'Henri VIII faisait des tableaux et avec quelle magnificence il récompensait Holbein. La munificence de la reine Élisabeth se répandit sur toutes sortes de vertus durant un règne de près de 50 années. Charles Ier, qui vécut dans une grande abondance les 15 premières années de son règne, se porta l'amour de la peinture jusqu'à une passion qui avait tous les caractères les plus vifs. Sa jalousie fit monter les tableaux au prix où ils sont aujourd'hui, comme il en faisait acheter partout avec profusion, dans le même temps que Philippe IV, roi d'Espagne, en faisait acheter partout avec prodigalité. La concurrence de ces 2 souverains fit tripler dans toute l'Europe le prix des ouvrages des grands maîtres. Philippe IV.
les trésors de l'art devinrent des trésors réels dans le commerce. Jusqu'ici, cependant, aucun Anglais n'a mérité d'avoir un rang parmi les peintres de la première, et même parmi ceux de la seconde classe. Le climat d'Angleterre a bien poussé sa chaleur jusqu'à produire de grands sujets dans toutes les sciences et dans toutes les professions. Il a même donné de bons musiciens et d'excellents poètes, mais il n'a point produit des peintres qui tiennent parmi les peintres célèbres le même rang que les philosophes, les savants, les poètes et les autres. Anglais illustres tiennent parmi ceux des autres nations qui sont distingués dans la même profession qu'eux. Les peintres anglais se réduisent à 3 faiseurs de portraits. Les peintres qui fleurissent en Angleterre sous Henri VIII et sous Charles Ier étaient des peintres étrangers qui apportèrent dans cette île un art que les naturels du pays ne surent point y fixer. Holbein et Lely étaient allemands, Van Dyck était flamand. Ceux mêmes qui de nos jours ont passé en Angleterre pour les premiers peintres du pays n'étaient pas anglais. Vario était napolitain et Kneller était allemand. Les monnaies qui furent fabriquées en Angleterre du temps de Cromwell et les médailles qui furent faites sous Charles II et sous Jacques II sont d'assez beaux ouvrages, mais celui qui les fit était un étranger. C'était Roëttier d'Anvers, le compatriote de Gibbons, qui durant longtemps a été le premier sculpteur de Londres. Nous voyons même que le goût du dessin est mauvais communément dans les ouvrages d'Angleterre qui en demandent. S'ils sont admirables, c'est par l'exécution, c'est par la main de l'ouvrier et non par le dessin de l'artisan. Véritablement, il n'est point d'ouvrier qui ait plus de propreté dans l'exécution, ni qui sache mieux se prévaloir des outils que les ouvriers anglais. Mais ils n'ont pas su jusqu'ici se rendre propre le goût de dessin que quelques ouvriers étrangers qui se sont établis à Londres y ont porté. Ce goût n'est point sorti de la boutique de ces ouvriers. Ce n'est pas seulement dans les pays excessivement froids ou humides que les arts ne sauraient fleurir. Il est des climats tempérés où ils ne font que languir. Quoique les Espagnols aient eu plusieurs souverains magnifiques et aussi épris des charmes de la peinture, aucun pape l'ait jamais été, cependant cette nation si fertile en grands personnages et même en grands poètes, tant en vers qu'en prose, n'a point eu de peintre de la première classe. À peine compte-t-on 2 Espagnols de la seconde. Charles Quint, Philippe II, Philippe IV et Charles II ont été obligés d'employer pour travailler à l'Escurial et ailleurs des peintres étrangers. Les arts libéraux ne sont jamais sortis de l'Europe que pour se promener, s'il est permis de parler ainsi, sur les côtes de l'Asie et de l'Afrique. On remarque que les hommes nés en Europe et sur les côtes voisines de l'Europe ont toujours été plus propres que les autres peuples aux arts, aux sciences et au gouvernement politique. Partout où les Européens ont porté leurs armes, ils ont assujetti les naturels du pays. Les Européens les ont toujours battus, quand ils ont pu être 10 contre 30. Souvent les Européens les ont défaits, quoiqu'ils ne fussent que 10 contre 100. Sans citer ici le grand Alexandre et les Romains, qu'on se souvienne de la facilité avec laquelle des poignées d'Espagnols et de Portugais, aidés par leur industrie et par les armes qu'il avait apportées d'Europe, assujettirent les 2 Indes. Alléguer que les Indiens ne se seraient pas laissés subjuguer si facilement s'ils avaient eu les mêmes machines de guerre, les mêmes armes et la même discipline que leurs conquérants, c'est prouver la supériorité de génie de notre Europe qui avait inventé toutes ces choses sans que les Asiatiques et les Américains eussent encore rien trouvé d'équivalent, quoiqu'ils fissent continuellement la guerre les uns contre les autres. S'il est véritable que le hasard ait fait trouver aux Chinois plutôt qu'à nous la poudre à canon et l'imprimerie, nous avons si bien perfectionné ces 2 arts dès qu'ils nous ont été connus que nous autres Européens, nous nous trouvons en état d'en donner des leçons aux Chinois même. Ce sont nos missionnaires qui dirigent présentement la fonte de leurs canons, et nous leur avons porté des livres imprimés avec des caractères séparés. Tout le monde sait bien que les Chinois n'imprimaient qu'avec des planches gravées, et qui ne pouvaient servir que pour imprimer une seule chose. Au lieu que les caractères séparés, sans compter les autres commodités qu'ils donnent aux imprimeurs, ont celle de pouvoir servir à l'impression de plusieurs feuilles différentes. Nous imprimons l'Énéide de Virgile avec les mêmes caractères qui ont servi à imprimer le Nouveau Testament. Lorsque les Européens entrèrent en Chine, les astronomes du pays, qui depuis plusieurs siècles étaient très bien payés, ne savaient pas encore prédire les éclipses avec justesse. Il y a plus de 2000 ans que les astronomes européens les savent prédire avec précision. Les arts paraissent même souffrir dès qu'on les éloigne trop de l'Europe.
dès qu'ils la perdent de vue. Quoique les Égyptiens soient les premiers inventeurs de la peinture et de la sculpture, ils n'ont point la même part que les Grecs et que les Italiens à la gloire de ces deux arts. Les sculptures qui sont constamment des Égyptiens, c'est-à-dire celles qui sont attachées aux bâtiments antiques de l'Égypte, celles qui sont sur leurs obélisques et sur leurs momies, n'approchent pas des sculptures faites en Grèce et dans l'Italie. S'il se rencontre quelques sphinx d'une beauté merveilleuse, on peut croire qu'il soit l'ouvrage de quelques sculpteurs grecs qui se sera divertis à faire des figures égyptiennes, comme nos peintres se divertissent quelquefois à imiter dans leurs ouvrages les figures des bas-reliefs et des tableaux des Indes et de la Chine. Nous-mêmes, n'avons-nous pas eu des ouvriers qui se sont divertis à faire des sphinx? On en compte plusieurs dans les jardins de Versailles, qui sont des originaux de nos sculpteurs modernes. Pline ne nous vante pas dans son livre aucun chef-d'œuvre de peinture ou de sculpture fait par un ouvrier égyptien, lui qui nous fait de si longues énumérations des ouvrages des artisans célèbres. Nous voyons même que les sculpteurs grecs allaient travailler en Égypte. Pour revenir au silence de Pline, cet auteur vivait dans un temps où les ouvrages des Égyptiens subsistaient encore. Pétrone écrit que les Égyptiens ne formaient que de mauvais peintres. Il dit que les Égyptiens avaient nui beaucoup à cet art en inventant des règles propres, en rendre l'apprentissage moins long et la pratique moins pénible. Il y a 30 ans que le feu chevalier Chardin nous donna enfin les dessins des ruines de Persépolis. On voit par ces dessins que les rois de Perse, dont l'histoire ancienne nous vante tant de l'opulence, n'avaient à leur gage que des ouvriers médiocres. Les ouvriers grecs n'allaient point apparemment chercher fortune au service du roi des Perses, aussi volontiers que le faisaient les soldats grecs. Quoi qu'il en soit, on n'est plus aussi surpris après avoir vu ces dessins qu'Alexandre ait mis le feu dans un palais dont les ornements lui devaient paraître grossiers en comparaison de ce qu'il avait vu dans la Grèce. Les Perses étaient sous Darius ceux que sont aujourd'hui les Persans qui habitent le même pays qu'eux, c'est-à-dire des ouvriers très patients et très habiles quant au travail de la main, mais sans génie pour inventer et sans talent pour imiter les plus grandes beautés de la nature. L'Europe n'est que trop remplie aujourd'hui d'étoffes, de porcelaine et des autres curiosités de la Chine et de l'Asie orientale. Rien n'est moins pittoresque que le goût de dessin et de coloris qui règne dans ces ouvrages. On a traduit plusieurs compositions poétiques des orientaux quand on y trouve un trait mis en sa place ou bien une aventure vraisemblable. On l'admire, c'est en dire assez. Aussi toutes ces traductions qui ne se réimpriment guère n'ont qu'une vogue passagère qu'elles doivent à l'air étranger de l'original et à l'amour inconsidéré que bien des gens ont eu pour les choses singulières. La même curiosité qui fait courir après les compatriotes des auteurs de ces écrits lorsqu'ils paraissent en France vêtus à la mode de leur pays, fait lire avec empressement ces traductions quand elles sont nouvelles. Si les brahmanes et les anciens Perses avaient eu quelques poètes du mérite d'Homère, il est à croire que les Grecs qui voyageaient pour enrichir leur bibliothèque, comme d'autres peuples naviguent aujourd'hui pour fournir leurs magasins, se le seraient approprié par une traduction. Un de leurs princes lui fait traduire en grec, ainsi qu'on dit qu'un des Ptolémée y fit mettre la Bible, quoique ce principe païen ne la regardât que comme un livre que des hommes auraient été capables de composer.